l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, nous poursuivons notre diffusion spéciale dans le cadre des dialogues européens, l'Europe face à la guerre, organisée par Les Champs Libres du 20 au 23 novembre 2025. Nous retrouvons Anne Le Héroux, sociologue, spécialiste de la société russe contemporaine, des conflits armés post-soviétiques et de leurs conséquences sur les sociétés. Ses recherches et son regard précieux vont nous aider à mieux comprendre la guerre, mais surtout à penser le jour d'après et les conditions d'un retour à la paix. Le terme autoritarisme est souvent employé pour qualifier le pouvoir russe ou encore le pouvoir tchétchène. Comment, Anne Le Héroux, décrire ce qui caractérise cette forme de régime politique et quels en sont les marqueurs au niveau des institutions étatiques, notamment exécutives et judiciaires ? Alors, il faudrait de toute façon distinguer quand même, disons, le pouvoir en Tchétchénie et le régime autoritaire en Tchétchénie du régime russe, dans la mesure où le régime en Tchétchénie, en fait, est un régime issu de la guerre, très directement, bien sûr, mais en même temps, et ça, je le martèle à chaque fois que j'en ai l'occasion, puisque justement, le pouvoir russe s'est battu pour récupérer en quelque sorte la Tchétchénie et éviter que la Tchétchénie ne lui échappe dans le giron de ses institutions et de sa constitution, justement. In fine, le régime tchétchène est un régime régional, on pourrait dire, qui dépend des institutions de la Russie. Donc, en quelque sorte, il ne devrait pas déroger à la constitution russe, aux institutions russes, et y compris dans leur caractère démocratique formel que on peut considérer, même si évidemment ce n'est pas, c'est démenti beaucoup par la réalité et par l'application, mais en tout cas qui continue à figurer, on va dire, formellement, c'est-à-dire des élections, c'est-à-dire effectivement une justice qui rend la justice, un certain nombre d'institutions comme ça. Alors après, autoritaire, c'est pour moi, et surtout, je dirais effectivement avec une forte dose de répression, c'est un régime qui fait reposer la loyauté et l'obéissance, le consentement en quelque sorte à sa loi sur la peur. Alors je citerai volontiers l'ouvrage de mon collègue Gilles Favarel-Garrigue, La verticale de la peur, justement, publié il y a 2 ans et qui aussi fruit de ses recherches et d'une réflexion qui bien sûr s'accélérait dans le contexte de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, mais qui justement montre en fait quels sont tous ces mécanismes de la loyauté exigée, de la loyauté forcée qui sont exigées d'un certain nombre de fonctionnaires, d'institutions, de représentants de différents métiers, à commencer par, des étudiants, par exemple. Un exemple pour moi assez typique de cet autoritarisme du quotidien, on peut dire, ou par en bas, dès le milieu des années 2000, des étudiants ou bien des infirmières dans un hôpital ou bien des médecins que la direction de l'université ou la direction de l'hôpital obligeait à venir avec une photo du bulletin de vote rempli la veille, parce que c'est souvent des listes qu'on doit cocher, donc pour que les étudiants ou les infirmières ou les personnels montrent qu'ils avaient bien voté. Voilà. Donc ça, par exemple, ça m'avait frappé dès effectivement le milieu des années 2000. Comment est-ce que... Et pour moi, le consentement, en fait, il commence là. Le consentement à l'autoritarisme, le consentement à l'absence de discernement face aux choix qu'on peut avoir sur éventuellement la possibilité de refuser. Et là, effectivement, on va voir que finalement, une grande majorité des personnes acceptent en pensant que finalement ça ne prête pas à conséquence, que de toute façon, oui, la démocratie en Russie, ça n'a jamais vraiment existé. D'ailleurs, on voit bien ce que ça a donné dans les années 90. Et de toute façon, on a un dirigeant en haut qui est Vladimir Poutine, duquel globalement, on va dire, l'électorat était manifestement satisfait, même si plus le régime va vers l'autoritarisme et le super-autoritarisme et plus les fraudes se multiplient, mais où, en même temps, on se pose toujours la question, quand même, de savoir finalement pourquoi ces fraudes sont-elles si nécessaires, puisque
on peut, là pour le coup, les enquêtes menées par des sociologues, des politistes, encore assez tardivement, jusque dans les années 2010, pouvaient à peu près assurer que de toute façon, Vladimir Poutine aurait été réélu, mais peut-être pas au premier tour, ou peut-être pas avec une majorité aussi confortable, et que donc il y aurait eu cette non-acceptation d'une opposition, quelle qu'elle soit, même si l'horizon d'une alternance était assez peu probable, en réalité, effectivement, ne lasse pas d'interroger. Mais force est de constater que ce consentement, il a été produit, et cette loyauté, elle s'est produite, mais elle s'est aussi coproduite en quelque sorte entre le pouvoir et la société, je dirais, à différentes étapes, y compris à une période où justement le fait de ne pas consentir n'aurait pas forcément été synonyme de répression, en tout cas de répression grave. Alors aujourd'hui, on peut dire effectivement, ne pas consentir peut vous amener de très très sérieux ennuis. Ne pas faire la leçon de patriotisme obligée tous les lundis matins devant des écoliers peut vous faire dénoncer par les collégiens ou par leurs parents quand on est professeur. Donc on va y regarder à deux fois avant de désobéir, effectivement. Ou alors on va essayer de contourner en parlant d'autre chose ou en faisant une sorte de service ultra minimum de ce qui est demandé dans le programme officiel pour être dans les clous, mais sans excès de zèle du tout. Et c'est sans doute, peut-être, le cas d'une majorité des enseignants. Mais voyez comment classer ça, en fait. Est-ce que c'est de la désobéissance, on va dire, molle? Est-ce que c'est du consentement mou? De quel côté on est de cette barrière-là? Moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, et en l'absence de possibilité de faire des enquêtes vraiment approfondies, c'est extrêmement difficile de répondre, en fait, à cette question. C'est pas les sondages qui vont permettre d'y répondre, c'est plus effectivement des récits qu'on peut avoir de collègues, de personnes qui sortent, de personnes qui ont de la famille sur place et à qui ces récits sont faits, qui peuvent vous donner quelques éléments qualitatifs, mais pas quantitatifs, effectivement, et le quantitatif compte quand même, malgré tout, de ce consentement ou pas consentement à cette norme autoritaire, en fait, et à cette absence de choix. Et donc, est-ce qu'il faut, donc, quels sont où est le curseur de la résistance, où est le curseur de la non-acceptation, que ça soit d'ailleurs du régime en général ou de la guerre en particulier, effectivement. Alors il y a quelques collègues qui restent en Russie, enfin des sociologues, plutôt des jeunes, et qui arrivent à peut-être assez, là aussi paradoxalement, mais ça continue à être ces paradoxes de ce pays, à utiliser des mécanismes qui existent justement dans les institutions formelles, par exemple d'existence d'associations, de ce que le pouvoir lui-même peut appeler le secteur civique ou la société civile ou le secteur non commercial, et organiser des réunions publiques avec ces associations, et puis dans les interstices, à la pause café, seul à seul, poser des questions beaucoup plus directement sur l'engagement, sur la mobilisation, sur les motivations et le positionnement, en fait, des individus face à ce qui est en train de se passer. Donc finalement, d'utiliser là encore les interstices autorisés, en fait, ou tout simplement de faire du terrain d'assez longue durée, justement, sur le quotidien, plutôt un terrain ethnographique, en fait, en allant se balader dans les cafétérias, dans les salons de coiffure, dans les files d'attente, à droite et à gauche, et pour essayer de saisir les conversations, ce que les gens se disent, et d'essayer d'en tirer quelque chose sur un état d'esprit, on va dire, de l'opinion et de la société, et d'essayer de comprendre, effectivement, ce qui est de l'ordre ce que j'appelle le consentement, de la loyauté lorsqu'il s'agit des fonctionnaires ou peut-être des enseignants, ou au contraire de la résistance, bien sûr, comme celle qu'on voit, par exemple, je pense au beau documentaire qui passe en ce moment sur France TV, Politzek, sur les prisonniers politiques, où on voit en particulier ce jeune de 16 ans, je crois, quand il a été arrêté, qui est condamné et qui risque qu'une peine absolument considérable pour trahison, pour avoir
exprimer de manière extrêmement virulente sur les réseaux sociaux et sans jamais, sans déroger en fait à son principe, son opposition à la guerre et son opposition au régime de Vladimir Poutine. Ou comme, c'est un ancien dissident et personnalité publique beaucoup plus connue et beaucoup plus âgée, mais à l'autre bout, je dirais Oleg Orlov, bien sûr, qui est condamné. Bon, il est aujourd'hui libre parce qu'il a bénéficié de cet échange en août 2024, mais pour avoir dit noir sur blanc, la Russie, la société russe a voulu le fascisme, elle l'a eu. Justement, on dit souvent des régimes autoritaires qu'ils sont des machines particulièrement efficaces pour empêcher les populations de questionner et mieux comprendre le contexte dans lequel elles sont plongées. En ce sens que la peur instaurée par l'autoritarisme priverait ou diminuerait la capacité des populations à avoir une réaction émotionnelle ou intellectuelle. Puisque penser devient un crime, penser devient également une mise en danger de sa propre vie. Est-ce que cela résonne avec la situation russe ? Est-ce pour cela qu'on en vient à dire parfois que les gens acceptent ? Moi, je ne sais pas si je suis capable de répondre, disons, de manière aussi générale à cette question. Est-ce que les gens s'arrêtent pour autant de penser ? Est-ce qu'ils arrêtent pour autant de faire des choix, à tout instant de leur vie, de leur quotidien? J'en suis pas si sûre. J'ai le souvenir d'un entretien qu'avait fait une de mes collègues avec une Russe exilée en Lituanie après 2022, mais qui était restée en Russie jusque-là et qui disait que en fait le problème, qu'elle pensait pour elle-même et pour beaucoup de Russes, c'était d'avoir beaucoup trop longtemps en fait accepté et d'avoir tout en réfléchissant aussi, mais en pensant que ça n'aurait pas de conséquences, quelque part, d'avoir privilégié quand même, à chaque moment de bifurcation possible, en quelque sorte, le choix de savoir et de fermer les yeux. C'est pour ça que je ne suis pas sûre que ça prive complètement de penser. Je sais pas, en tout cas, ça coupe, disons, ça prive peut-être de la possibilité de penser jusqu'au bout, ou en tout cas de tirer les conséquences de sa pensée pour les actes qu'on va poser ou pour les paroles qu'on va prononcer. Je le dirais peut-être un peu plus de cette manière-là. Et probablement aussi que pour certains, oui, bien sûr, ça prive de penser quand, en effet, on est soumis à la propagande et qu'on n'a pas la possibilité de s'informer autrement. Et de fait, alors ça finit par devenir la vérité, c'est-à-dire la réalité. En Russie aujourd'hui, il est en effet de moins en moins possible de s'informer autrement. Mais il y a 10 ans, il était tout à fait possible de s'informer autrement. Donc il y avait aussi ce qu'on ne veut pas voir, malgré tout. Voilà, comme cette scène du film qu'on l'on évoquait tout à l'heure. Pour moi, je le situerais plutôt, de ma connaissance et peut-être de ma connaissance émotionnelle de la société russe, parce que j'ai fréquenté quand même beaucoup depuis 30 ans, où j'ai vécu avec mes enfants, où ma fille est allée à l'école maternelle, je veux dire, en fait, c'est ça aussi, hein. C'est une connaissance émotionnelle et sensible de cette société, et parfois le sentiment qu'on ne la reconnaît plus complètement, y compris parfois des amis, c'est-à-dire c'est vrai que c'est plutôt ceux qui restent que ceux qui sont partis. C'est aussi parfois ceux qui sont partis et qui je trouve, des fois j'ai un petit peu du mal à comprendre leur plainte du fait de se sentir incompris, des sociétés d'accueil qui sont plutôt pas si mal accueillantes que ça. Il y a plein de dysfonctionnements administratifs, on pourrait beaucoup mieux soutenir effectivement les défenseurs des droits, tout ça, c'est tout à fait exact, mais je ne dirais pas qu'il y a de russophobie dans la société française par rapport à beaucoup d'autres xénophobies ou racisme qui existent, et là je trouve qu'il y a des fois là aussi un manque de réflexion et un manque de pensée sur ces questions-là de la part de certains Russes en exil qui me crispent pas mal, et de la part de certaines ou de certains qui sont restés aussi une manière d'essayer de normaliser, d'essayer de banaliser. Alors c'est peut-être aussi ça finalement le quotidien qu'on réadapte dans la guerre, mais là je dirais que c'est malheureusement de la part de certains intellectuels ou voire militants, c'est aussi, on a un peu des fois l'impression que c'est une manière de justifier le fait qu'il se passe pas plus de choses, ou de justifier le fait qu'on n'en fait pas plus, ou de justifier non pas sa propre position
mais la position de ses collègues ou de ses voisins ou en disant finalement oui, on s'adapte petit à petit, mais et quand on entend ça de la part de militants russes, alors que finalement l'Ukraine continue à être bombardée toutes les semaines, voire tous les jours, c'est quand même extrêmement... moi, ça me déroute, pour pas dire plus, mais ça peut me choquer émotionnellement, mais ça me déroute intellectuellement surtout. Vous parliez de militants, et précisément, il y a des personnes qui parviennent à se dégager des capacités d'action dans un contexte où il y a un musellement de la parole d'opposition, et où d'ailleurs, comme vos travaux le décrivent très bien, il y a une pénalisation de plus en plus importante des voix dissidentes. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette pénalisation, mais aussi sur les conditions auxquelles il est possible pour les militants et militantes de s'organiser, de se mobiliser et de résister ? Oui, alors effectivement, c'est bien sûr l'un est un peu dépendant de l'autre, forcément, même si pas forcément non plus, en fait. Alors, la pénalisation législative, d'abord dans les lois et puis surtout dans l'application des lois et dans ceux contre qui elles s'appliquent, bien évidemment, on a vu une évolution très claire, je dirais. Alors là, encore une fois, probablement et sans doute, en tout cas pour moi, de l'ordre du grignotage, je dirais, tout au long des années 2000 et de manière beaucoup plus directe, claire et visant essentiellement à dissuader la population de se mobiliser massivement à partir de la répression des grandes manifestations de 2011-2012, qui était quand même du jamais vu depuis justement la fin de la perestroïka pour contester le résultat des législatives de décembre 2011, puis la réélection de Vladimir Poutine en mars 2012, et un coup d'arrêt très clairement porté à cette mobilisation le 6 mai 2012, avec une manifestation brutalement réprimée, des dizaines d'arrestations, et ensuite, très vite, dès que rentre en fonction pour son 3e mandat, donc Vladimir Poutine, toute une série de mesures législatives ou réglementaires qui vont rendre quasiment impossible les mobilisations, les manifestations où on est plus d'un certain nombre, ou alors il faut donner le nombre exact de manifestants à l'avance pour savoir combien on sera, ni plus ni moins, n'autoriser que les piquets individuels où on pourra, donc pendant plusieurs années, on va voir effectivement des manifestants à distance de chacun 50 mètres être comme ça dans la rue avec un petit panneau contre quoi ils protestent. Et puis cette fameuse loi sur les agents étrangers qui va évidemment porter des coups absolument terribles à la société civile, d'abord aux organisations non gouvernementales, puis petit à petit avec des durcissements de la loi, aux médias également, et puis aux personnes physiques qui aujourd'hui effectivement deviennent en effet des agents de l'étranger de manière personnelle et sont obligés dans tous leurs écrits, que ça soit par exemple un post sur Facebook doit commencer à porter une mention ce contenu est diffusé par une personne qui a été condamnée au titre de l'article, etc. Donc c'est évidemment à la fois ridicule, mais en même temps le fait d'oublier cette mention peut vous mener au tribunal en cas de, entre guillemets, récidive, voire par exemple comme ça a été le cas justement de Mémorial, qui était bien évidemment ciblé et dans le collimateur des autorités depuis longtemps, mais ça a été aussi l'occasion rêvée pour liquider l'association et aussi contraindre beaucoup de ses membres à l'exil et voire dans le cas d'Oleg Orlov à la prison. Donc ça, cette loi bien sûr sur les agents de l'étranger, elle est extrêmement pénalisante, de même que la loi sur les organisations indésirables, et puis de plus en plus l'usage et le mésusage, on va dire, de la législation anti-extrémiste, qui pourtant dans ses débuts avait eu quelques velléités de vouloir aussi être une législation qui luttait contre les groupes d'extrême droite xénophobes, coupables de crimes racistes, etc. Et qui, de plus en plus, en fait, s'est retrouvée utilisée contre tout ce qui contestait le régime. Évidemment, on pense par exemple à Alexis Navalny et à tous ceux qui lui ont succédé ou à ceux qui travaillaient avec lui sur les questions de corruption, où là, clairement, évidemment, toute la lutte contre la corruption est clairement l'apanage du seul pouvoir et la société civile n'a pas voix au chapitre pour contester justement le pouvoir sur ce thème dont le pouvoir se fait aussi, le champion en quelque sorte. La lutte contre la corruption, y compris dans ses propres rangs, mais c'est lui qui doit la mener, pas des opposants et pas la société ou pas des médias indépendants. Donc que ça soit sur la question de la contestation de la corruption, sur la question de la guerre, c'est évidemment les principales cibles du pouvoir. Après, ça ne veut pas dire que la société ne peut pas se
essayer de continuer à se mobiliser, même si c'est pas effectivement, c'est ce qu'on appelle des mobilisations à bas bruit, des mobilisations alors qui vont du fort intérieur, je dirais, de chacun, de la décision, bien sûr, pour les hommes mobilisables, par exemple, de quitter le pays quand même en assez grand nombre en septembre 2022, quand il y a eu vraiment la crainte d'une mobilisation générale, ou s'ils ne quittaient pas le pays, de se planquer à droite ou à gauche, en forêt, dans sa maison de campagne, chez sa grand-mère, en attendant que ça passe. Donc ça, on a quand même vu ces mouvements-là, ils ont été très, très clairs, et puis des mobilisations qui se sont faites aussi dès le début de la guerre. Alors, il y a eu quelques manifestations qui ont été fortement réprimées. Ensuite, ça s'est arrêté, puisqu'il y a eu la législation qui a été prise là avec beaucoup plus, je dirais, grave, parce qu'elle vous faisait très rapidement accéder au stade de l'inculpation pénale et pas seulement administrative. Donc, au-delà de ces quelques mouvements de manifestation les premiers jours, qui sont très vite arrêtés, en fait, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mobilisés via les réseaux sociaux, en particulier les chaînes Telegram, par exemple, pour aider les Ukrainiens qui fuyaient les territoires occupés, qui étaient obligés de fuir par la Russie, à se réfugier un peu plus loin, en général dans les pays baltes, et à quitter le territoire, à passer par la Russie pour ensuite la quitter. Donc ça, c'est des milliers de personnes qui se sont mobilisées là-dessus. En particulier, je pense à l'association Résistance féministe anti-guerre, qui continue à être aujourd'hui, évidemment, de manière extrêmement prudente, partie de ces figures historiques, on va dire, sont en exil, mais il y a aussi, en tout cas, quand on les écoute, elles nous disent qu'il y a de plus en plus dans leurs petites cellules, on va dire, locales, de jeunes femmes qui sont désireuses de les rejoindre, et pas seulement sur la question, d'ailleurs, de la protestation anti-guerre. Alors, au départ, ça pouvait aller dessiner un drapeau bleu et jaune aux couleurs de l'Ukraine, aller mettre des fleurs devant la statue d'une poétesse ukrainienne à chaque fois qu'il y avait un bombardement, mais ça peut être aussi aujourd'hui des protestations contre d'autres aspects du régime autoritaire qui sont tout ce qui s'attaque aux droits reproductifs, en particulier à l'avortement. Donc toute cette répression, je dirais, un peu insidieuse qui se fait jour sur cette question depuis depuis plusieurs années, mais en particulier là depuis 2 ans, sous la pression de la baisse démographique, du manque de main-d'œuvre et bien entendu de la quantité énorme de pertes militaires au front, qui seront aussi autant d'hommes qui n'auront pas d'enfants dans les générations futures, bien sûr, et de femmes du coup qui n'auront pas d'enfants. Donc il y a une pression nataliste absolument terrible. Je lisais, grâce au travail d'une étudiante récemment, qu'elle avait traduit un questionnaire d'une clinique privée qui voulait essayer d'inciter les femmes à ne pas avorter. Et donc ce questionnaire était absolument terrifiant parce que c'était un mélange de sentiments, d'appel aux sentiments religieux et moraux pour ne pas avorter, et en même temps de jouer sur les bas instincts, je dirais, matériels, en disant est-ce que vous avorteriez si vous saviez que votre fils vous rapportera son premier salaire? C'est du lourd, ce questionnaire. Il faudrait qu'il soit traduit partout parce que c'est vraiment terrible. Et ça, c'est grâce à ce réseau donc de résistance féministe anti-guerre, entre autres, qu'on a accès, heureusement, à ces éléments-là de la réalité russe d'aujourd'hui. Et c'est dans ces mouvances-là qu'on va retrouver des réseaux qui essayent d'aider les Ukrainiens à retrouver les enfants qui ont été déportés ou emmenés dans des orphelinats un petit peu partout en Russie, par exemple. On voit aussi des mouvements de solidarité de ce point de vue-là. On voit aussi des mouvements de solidarité, par exemple, avec des associations qui essayent encore qui travaillent sur les questions d'incarcération, qui travaillent avec des avocats, qui essayent encore d'avoir quelques financements pour ça, parce que c'est forcément, les avocats vont pas travailler gratuitement non plus. Et il faut avoir aussi du courage aujourd'hui quand on est avocat en Russie, parce qu'il y a de plus en plus les foudres de la répression s'abattent aussi sur les avocats eux-mêmes, qui parfois finissent par être inculpés de la même chose que ce pourquoi sont inculpés leurs clients.
C'est voilà, extrémisme, terrorisme, etc. Donc là, c'est vrai que il y a eu plusieurs cas comme ça récemment. Mais il y a des mouvements de solidarité autour, notamment, par exemple, des prisonniers civils ukrainiens qui ont été emmenés par les forces russes au début de l'invasion ou dans les territoires occupés et qui sont détenus parfois de manière complètement incommunicado depuis 2 ou 3 ans et dont on essaye d'avoir des nouvelles lorsqu'il y a des échanges, que certains sont libérés, pour savoir qu'il y a tel détenu ukrainien qui se trouve là et que peut-être un avocat pourrait essayer d'y avoir accès. Mais c'est du travail de fourmi avec énormément de risques dans des conditions extrêmement difficiles, sans compter par ailleurs l'arrêt ou la baisse énorme des financements qui venaient des États-Unis pour toutes ces organisations de la société civile qui se retrouvent aujourd'hui bien, je dirais, amèrement à voir aussi quelle a été leur dépendance, je dirais, vis-à-vis de ces financements et qui essayent d'en trouver ailleurs, mais comme elles sont beaucoup dans le même cas, c'est aussi extrêmement difficile. Puisqu'il est question de mobilisation, je vous propose que l'on passe tout de suite à l'écoute d'un titre que vous avez choisi, Aftozak, du groupe Sardan i Sebake. Камуфляжі параберців не убита. В мене є моє натхнення і стара бейсбольна бита. В мене є з собою сотка, заничена остання. В кого є питання? В мене є питання. Хто за мене переписує закони і порядки? Мене трахають весь час, за мною ж сплачені податки. Що за стрьомні пасажири тут будують п'єдестали? Я би, може, і промовчав, але якось піддістали. Перевірили кишені, перерили рюкзак. Прогресивна молодь підпалила автозак. Бо само собою тут нічого не розрулиться. Зараз розберемося, кому належить вулиця. Якщо вміти, навіть праведників можна задовбати. Щас підключиться актив і починаються дебати. Щас підвалить на пікет електорати з тренажерки. Бо реформа судів – це фаєри і фейерверки. Передайте міністру, хтось уже приніс каністру. Активісти вже пігнули, рідину легко займисту. Добрий вечір, джентльмени, розгортається знамена. Нахуя мені система, що працює проти мене? Хуя мені система, мені система. Перевірили кишені, перерили рюкзак. Прогресивна молодь підпалила автозак. Бо само собою тут нічого не розрулиться. Зараз розберемося, кому належить вулиця. Перевірили кишені, перерили рюкзак. Прогресивна молодь підпалила автозак. Бо само собою тут нічого не розрулиться. Зараз розберемося, кому належить вулиця. C'était Aftozak du groupe Sardan i Sebake. Pourquoi ce morceau, Anne Le Héroux, et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur son titre évocateur ? Aftozak, c'est tout simplement effectivement le panier à salade des manifestants, voilà.
Donc c'est ça. Donc parle Sergueï Yadan et son groupe, qui est un poète, musicien et écrivain engagé ukrainien. Je trouvais intéressant que ce terme de avtozak, en fait, qui est pour le coup le même terme en russe et en ukrainien, peut aussi être, bien sûr, pourrait aussi décrire la réalité des répressions qu'ont connues les manifestants, en particulier en 2011-2012 en Russie, mais qui sont aussi celles qui ont bien sûr été du temps de Maïdan et qui ont abouti à la révolution de la dignité et au changement de régime en Ukraine. Et ça montre aussi évidemment, ça me paraissait important de montrer tout le dynamisme et la capacité de mobilisation de la société ukrainienne dans cette occasion, bien évidemment, de 2013-2014 et auparavant en d'autres occasions. Et évidemment, aujourd'hui, en temps de guerre, y compris d'ailleurs pour des sujets tout à fait non guerriers. Mais là, ça dépasse le cadre de cette chanson. Mais lorsque la population ukrainienne, cet été, s'est mobilisée quasiment instantanément à l'annonce d'une loi qui allait priver de leur indépendance les organes de lutte contre la corruption en Ukraine. Donc on a une société. C'est vrai qu'il y a deux modèles qui semblent parfois s'opposer de manière assez presque caricaturale, on va dire, dans les capacités de mobilisation, où là on voit dans un pays qui peut être bombardé à tout moment, on voit des gens qui n'hésitent pas à sortir dans la rue pour manifester leur opposition et qui font finalement plier le président Zelensky quelques jours plus tard. L'expression post-conflit est entrée dans le langage commun pour marquer une rupture entre ce qui serait un temps de la guerre et un temps de l'après-guerre, une fois qu'un cessez-le-feu a été décrété. Mais l'arrêt des combats entre principaux belligérants est-il toujours synonyme de retour à la normale ? De quoi se compose cet après de la guerre ? Alors, je pense que c'est pas très facile de répondre dans le cadre de l'Ukraine aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'après de la guerre. Voilà, on n'est pas du tout dans l'après de la guerre. Et ça, c'est quelque chose il me paraît important de faire comprendre à, je dirais, toutes celles et tous ceux qui soient d'ailleurs chercheurs sur d'autres zones de conflit, journalistes, parfois aussi militants ou tout simplement citoyens intéressés, que dans le cadre de l'Ukraine, on n'est pas dans cette configuration-là. Et en particulier lorsqu'il s'agit de justement essayer de mettre en avant un dialogue possible entre les sociétés civiles, entre les sociétés. On est dans la logique d'une guerre d'agression dans laquelle, effectivement, si certains Russes et certains Ukrainiens se parlent, peuvent coopérer. Je l'évoquais par rapport, par exemple, à cette question des prisonniers, et on en a tout à fait des témoignages, et c'est très bien que ça puisse se faire, bien sûr. Ça ne peut pas être érigé en modèle. Je dirais, on peut pas, pour moi, c'est absolument impossible d'ériger cela en modèle, et on pourrait reprendre ça peut-être à propos d'autres conflits qui font rage actuellement. C'est cette vision un peu irénique, je dirais, voire angélique, d'imaginer qu'en fait, à chaque fois, finalement, ce qui suffit, c'est de trouver dans chaque société en conflit des femmes et des hommes de bonne volonté qui vont accepter de dialoguer et de construire un avenir en commun. C'est très beau sur le papier, c'est très noble, et philosophiquement, on ne pourrait qu'être d'accord, évidemment, sauf que ça marche pas dans une configuration où on a un conflit de cette ampleur-là, dans lequel, par ailleurs, on a clairement une société entière qui est mobilisée face à... peut-être pas complètement entière, mais en tout cas dans sa très grande majorité, qui est mobilisée face à cette agression, qui, je dirais même, s'est remobilisée face à cette agression. Quand on pense à certaines personnes qui ont pu s'engager aux côtés des séparatistes dans le Donbass après 2014 et qui, en 2022, ont rejoint les rangs de l'armée ukrainienne, parce qu'en fait, là, c'était absolument inconcevable, de même que d'imaginer se rallier à la puissance qui vous bombardait. Pareil pour Kharkiv, par exemple, la ville de Kharkiv, dont on a pensé à un moment qu'elle pourrait, entre guillemets, tomber, je dirais, de son plein gré, en fait, aux mains des Russes, alors que le maire a fait preuve tout à fait de résistance. Alors, bon, là, je ne parle pas de l'après-guerre, je parle de la guerre, mais parce qu'on est encore dans le temps de la guerre. Ceci étant, bien sûr, je pense que en Russie, en tout cas en Russie plus qu'en Ukraine, probablement, de même que
je dirais, dans le territoire, à Moscou plus qu'à Grozny, on a pensé l'après-guerre, ou on a pensé le moment d'après, parce qu'on le pense aussi du point de vue de la justice, du point particulier de la justice transitionnelle, et du point de vue du jugement des responsables de la guerre. Et donc là, je dirais, de ce point de vue-là, il me semble qu'évidemment, c'est plus facile d'aborder les choses de ce point de vue-là, par effectivement la société, je dirais, qui se considère comme la plus responsable, entre guillemets, de la guerre, et là, en l'occurrence, de l'agression, et qui va essayer, en effet, d'imaginer dans quelle mesure on pourrait, d'une part, évidemment, réformer les institutions de la Russie, là, par exemple, adopter une nouvelle constitution, juger les coupables, et avec un regard rétrospectif qui est aussi porté, en l'occurrence, sur 1991, et sur peut-être ce qui n'a pas été fait en 1991, du point de vue, là, où c'était pas la question de la guerre, c'était la question de la sortie d'un régime répressif, de la sortie où on a en fait réhabilité la mémoire des victimes du stalinisme, par exemple. On a on a érigé des monuments, on a adopté des lois, on a payé des compensations, mais on ne s'est jamais préoccupé de la question des responsables. Finalement, il y a eu une forme de point final, d'une certaine façon, ou en tout cas, on a laissé passer les choses comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de réflexions sur cette question-là, dans l'hypothèse, mais qui pour moi, là, est vraiment une hypothèse complètement d'école, en fait, pour le moment, où il y aurait un changement de régime, en Russie. Il me semble que dans le cas d'autres conflits post-soviétiques, on va dire, qui sont peut-être d'enjeux et de déroulements un peu différents, on peut imaginer d'autres choses, parce que en fait, les sociétés civiles se sont construites, une partie des sociétés civiles se sont construites sur ces questions de dialogue dès le départ. Et je pense par exemple à Arménie-Azerbaïdjan dans le cas du Haut-Karabakh, où on a vu dès le début de la guerre justement des missions de citoyens de la société civile multipartites en quelque sorte, qui allaient récupérer des prisonniers, procéder à des échanges de prisonniers. Et ça, c'était vraiment des initiatives de la société civile. On a pu aussi le voir dans le cadre de Géorgiens et Abkhazes, par exemple, avec des tentatives très humanitaires, on va dire, pour, par exemple, récupérer, et encore aujourd'hui, récupérer des corps sur des champs de bataille, même vieux de 20 ou 30 ans. Et puis, d'un autre côté, des initiatives aussi culturelles, là encore de la société civile, d'artistes, pour essayer de faire travailler la mémoire de ces conflits. Bien sûr, dans le cas, par exemple, et dans le cas de la Tchétchénie, alors là où il n'y a pas il y a eu des initiatives là aussi de la société civile. Il y a d'une part, je dirais, effectivement, le volet justice, donc le volet encore et toujours documentation des crimes, dans la perspective ultérieure de la justice. Et ça, c'est vrai que c'est un moteur aussi qui est très important. Il est très important en Ukraine aussi aujourd'hui. Il y a un institut extrêmement intéressant à Lviv, l'Institut de l'histoire urbaine, qui au départ s'intéresse à l'histoire plutôt, mais qui, seulement depuis 2022 en particulier, s'intéresse à l'histoire immédiate et au présent de la guerre, et qui fait tous les ans un symposium qui s'appelle The Most Documented War, donc la guerre la plus documentée. Donc les Ukrainiens sont extrêmement conscients justement du fait que jamais une guerre n'a été autant documentée en temps réel que cette guerre en Ukraine, n'a été l'objet d'autant de mobilisations de journalisme, de militants de la société civile, d'agences internationales, de grands cabinets d'avocats américains, états-uniens, qui vont envoyer leurs meilleurs spécialistes en pro bono pour enquêter avec le procureur d'Ukraine, par exemple, recueillir des témoignages, des journalistes qui ont fait un projet spécial qui s'appelle The Reckoning Project, mais qui comprend aussi d'ailleurs des personnes qui ont travaillé sur la Syrie ou sur d'autres conflits, pour que les journalistes qui arrivent souvent les premiers sur des situations de crimes de masse ou de crimes soient en mesure de recueillir des témoignages d'une manière qui puisse aussi servir à la justice. Donc c'est un projet dans lequel en particulier Natalia Gumeniuk, une journaliste ukrainienne, est très engagée,
sujet et qui me paraît aussi là assez, disons, innovant, en tout cas comme une perspective nouvelle par rapport justement peut-être à la séparation des fonctions entre le journaliste, le chercheur, l'avocat, l'enquêteur d'une juridiction interne ou internationale qu'on a peut-être l'habitude de voir. Et donc, d'une certaine façon, la guerre en Ukraine, me semble-t-il, a précipité un peu une articulation nouvelle, en tout cas, voilà, novatrice, qui nécessite aussi, qui doit être pensée, bien sûr, parce qu'elle a peut-être aussi elle n'a peut-être pas que des avantages non plus. Enfin, en tout cas, il faut la réfléchir, mais ça me paraît en tout cas un objet intéressant. Et c'est quelque chose qu'on a vu d'une certaine façon pendant la guerre de Tchétchénie, mais avec des moyens, dans les guerres de Tchétchénie, avec des moyens beaucoup plus sommaires, avec évidemment, la première guerre, c'était quand même au tout début, au balbutiement d'Internet. Donc, il y a effectivement des milliers d'heures de cassettes vidéo, puis de DVD qui ont été enregistrés, mais tout ça est d'abord menacé d'éventuelles disparitions. Il faut l'enregistrer, il faut le coder, il faut le documenter, l'indexer. Enfin, voilà, ça a été fait. C'est des travaux titanesques qui ont été faits par quelques militants chevronnés avec un papier et un crayon pour donner lieu ensuite à des rapports, à des ouvrages, mais qui peuvent être aujourd'hui faits avec le fameux Open Source Intelligence en quelques secondes, où on va retrouver un officier qui a été à la fois en Syrie, en Tchétchénie et en Ukraine via les réseaux sociaux, ce qui n'était absolument pas possible il y a 25 ou 30 ans. Donc ça aussi, ça occasionne évidemment une manière complètement différente de penser les choses dans leur rapidité d'exécution, dans leur temporalité, dans le type de personnes que ça met au travail, je dirais, autour de ces questions. On comprend avec ce que vous dites toute l'importance de la justice transitionnelle. En même temps, la guerre, c'est aussi quelque chose qui a un impact excessivement brutal sur les rapports sociaux, qui engendrent des déliaisons, des désaffiliations et des fractures au sein des populations. J'ai par exemple en tête le documentaire Liens brisés d'Andrei Lochak, qui décrit l'existence de discours sur la guerre en Ukraine très contrastés et de fissures au sein même des familles russes. Et j'ai aussi en tête le film que vous mentionniez tout à l'heure, Mon demi-frère Frankenstein, réalisé par Valérie Todorovsky, qui lui met l'accent plutôt sur le stress post-traumatique chez les soldats russes revenus de Tchétchénie et qui montre à quel point, que l'on soit ou pas combattant, la guerre affecte les vies. Comment peut-on penser la paix, un retour à la vie civile, alors qu'il y a ces mises à mal de la guerre qui ne sont pas seulement matérielles, mais qui sont aussi des destructions des corps et des destructions psychologiques ? Votre question est extrêmement lourde et appellerait, je pense, des heures de réponse. Et puis, je ne suis pas non plus forcément la plus à même de répondre à tout ça. Il est évident que plus une guerre est brutale, plus elle dure et plus elle abîme à la fois l'intime, évidemment le corps, l'esprit, l'âme et de l'individu, mais aussi effectivement de ses proches, de son niveau méso, on va dire, de ces cercles de socialisation, de travail, et qu'elle abîme aussi les sociétés et les institutions. Donc, je parlais de la justice parce que je pense que c'est une forme je pense que c'est une condition nécessaire, mais c'est en aucun cas, évidemment, une condition suffisante. Et la condition suffisante, c'est probablement, elles sont multiples, bien sûr, à chercher dans tout ce qui, dans la société, dans l'individu, peut puiser, je dirais, au plus profond de ces ressources humaines pour faire face à l'indicible et de ce qui a été vécu et dont on sait qu'il ne disparaîtra jamais, que simplement on va effectivement vivre avec le moins mal possible, mais que de toute façon il ne s'agit pas de l'oublier ou de le nier. D'ailleurs, c'est évidemment, alors quand je pense à l'Ukraine ou peut-être aussi auparavant à la Tchétchénie, c'est tout l'enjeu et qui évidemment préoccupe beaucoup les institutions en Ukraine, mais aussi la société civile, mais aussi les organisations internationales. C'est l'enjeu de la santé mentale, du retour de ces soldats du front, parce qu'on parle évidemment de la brutalité extrême des soldats russes. Alors il y a effectivement le film de Lochak, bien sûr, Liens brisés, voilà. Il y a aussi le film ukrainien Intercepted, qui reprend
repose sur des écoutes, des enregistrements d'écoute par les services ukrainiens, en fait par le SBU, de propos entre les soldats et leurs mères, leurs sœurs, leurs familles restées en Russie. Donc communication très imprudente qui ont été enregistrées par le SBU. Alors le problème de ce film, évidemment, c'est vrai, c'est que d'abord, d'une part, la réalisatrice ukrainienne n'a eu accès qu'à ce que le SBU a bien voulu mettre en libre accès. Et en l'occurrence, vous comme moi pouvons avoir accès, en tout cas au début de la guerre, le SBU envoyait sur tous les réseaux sociaux à qui voulait l'entendre, évidemment, tous ces enregistrements pour montrer la cruauté des soldats russes. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que le SBU a choisi de ne pas montrer. Et peut-être qu'il y a des soldats russes en pleurs avec leur mère, leur femme ou leur sœur face à ce qu'ils sont en train de faire. En fait, on ne le sait pas. On ne peut le savoir éventuellement ensuite dans les retours de ceux qui repartent du front, essayent de déserter ou se confient d'une manière ou d'une autre, ou de certains qui ont été faits prisonniers par les Ukrainiens et qui peuvent témoigner lors de leur procès, parce qu'il y a un certain nombre de procès qui ont déjà eu lieu, par exemple. Mais donc c'est un peu l'ambiguïté et le biais quand même de ce film, mais qui est par ailleurs extrêmement, évidemment, un coup de poing, parce que ce qui a été dit, par contre. Donc évidemment, il y a peut-être de l'omission sur la représentativité de cet échantillon. Malgré tout, ces paroles, elles ont bien été prononcées, et les actes auxquels il est fait référence aussi. Et donc, c'est suffisamment terrible pour devoir être entendu aussi. L'enjeu de la santé mentale, il est vraiment fondamental. Alors, la seule tentative qui a été faite un petit peu au début des années 90, il y avait eu quelques tentatives en Russie avec les anciens combattants d'Afghanistan, où là, l'apport de psychologues qui avait été confronté au retour des soldats de la guerre du Vietnam, évidemment. Ceux de la guerre d'Algérie, ça n'a jamais été traité non plus. Ça, les historiens de la guerre d'Algérie le savent bien, et je pense aux travaux de Raphaël Branche, par exemple. Voilà, c'est aussi qui a travaillé d'ailleurs aujourd'hui après sur les fratries et sur les descendants de ces soldats, de ces appelés en particulier. C'est quelque chose là aussi qui demeure. Donc, ce qui sera fait demain en Ukraine pour la société ukrainienne, ce qui est quand même très fondamental, je pense, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'individu intimement, au niveau des familles, des villages, des institutions, quelles qu'elles soient, de l'école, de la culture. Je pense, en premier, c'est la conscience de l'importance de ces enjeux et de la nécessité, effectivement, de prendre à bras-le-corps cette question-là, c'est-à-dire de ne pas se fermer les yeux, de ne pas se dire qu'il faut oublier, tirer un trait, que tout ira bien demain. Donc, c'est avoir la conscience de la gravité et de l'importance de ces enjeux, même s'il n'y a pas d'obligation de résultat, même si on n'a pas de possibilité de savoir comment est-ce qu'on pourra, de toute façon, est-ce que la vie ne sera plus exactement la même avec peut-être les dizaines de milliers d'amputés qui vont vivre avec des prothèses, aussi excellentes que soient les prothèses, aussi excellents que soient les programmes de soins aux personnes amputées. C'est notre collègue Yulia Shoukan qui travaille sur ces questions-là actuellement, qui fait des très belles et très courageuses observations sur ces sujets. Bien sûr que la réalité ne sera plus jamais la même, mais ensuite, pour moi, je suis encore une fois pas spécialiste de cette question, mais c'est forcément une articulation extrêmement délicate, extrêmement fine et extrêmement subtile entre ce qui viendra de chaque individu et de ses ressources, ce qui viendra de son entourage, ce qui viendra des institutions au niveau très local et du maillage, je dirais, de la société et du non-délitement, en fait, de la résilience, de la résistance de la société en tant que société, et puis bien entendu ce qui viendra des institutions et du fait que les institutions seront là pour y répondre. Donc tout ça, ça doit pour moi se traiter à tous les niveaux en même temps, et c'est ce qui fait aussi très peur à tous les Russes qui sont très conscients évidemment de tout ça, c'est de voir se répéter en fait une histoire de violence et une habituation, une accoutumance, une tolérance à la violence, effectivement, qui est malheureusement quelque chose qu'on constate aussi dans la société russe, et là d'un point de vue de la réalité, et qu'on constate déjà dans les faits, par exemple, quand on voit des prisonniers coupables de crimes de sang extrêmement graves qui ont été libérés pour être envoyés sur le front, qui reviennent du front, après avoir aussi été à la fois témoins et acteurs probablement
d'extrême violence, enfin de violence de guerre, même si c'est pas des violences extrêmes, de toute façon de la violence de guerre, et qui, à leur retour, ne sont pas réincarcérés parce qu'ils avaient obtenu leur libération en échange de leur incorporation dans l'armée, et qui vont à nouveau se livrer à des viols, à des meurtres, à d'autres crimes. Cette angoisse de la répétition, moi je la comprends parfaitement. Et donc ce qu'on voyait effectivement dans ce film, Mon demi-frère Frankenstein, où un jeune soldat revenu de Tchétchénie était d'un seul coup, je dirais, balancé dans le milieu de la classe moyenne culturelle, on va dire éduquée, moscovite, et s'ensuivait un choc absolument effroyable pour les uns comme pour les autres, et il se trouvait face à une société qui s'intéressait poliment à lui 5 minutes, et puis qui, voyant l'état dans lequel il était, et quelque part, moi je peux pas m'empêcher de penser que pour le réalisateur c'était aussi métaphoriquement l'état de la société justement, se détournait pour ne pas voir et le rejetait complètement, ce qui à la fois se comprenait parfaitement et qui montrait bien qu'en fait rien n'était fait pour traiter en fait cette question, et que ça fait là il y a un syndrome je dirais de répétition sur le rien n'est fait qui est d'autant plus terrible qu'on ne sait pas en fait de quoi aussi le demain sera fait. Je pense que dans les sorties de guerre, il y a aussi qu'est-ce que c'est que le retour des soldats, dans quel contexte il se fait. Est-ce qu'il se fait dans un contexte d'une euphorie de victoire, comme on a pu peut-être le voir, je sais pas, pour les soldats américains revenus, ou d'une certaine façon les soldats soviétiques aussi en 45. Et donc est-ce que l'euphorie collective et le message de la victoire évidemment donne une forme d'élan, et par rapport à la question d'une guerre perdue, c'est finalement toute cette question-là. Mais en même temps, d'autres travaux sur les vétérans, justement, montrent que le traitement de la question des vétérans et des anciens combattants, par exemple, n'est pas forcément, je dirais, fonction du fait qu'une guerre a été perdue ou gagnée. En fait, donc ça peut être, c'est pas si simple que ça non plus sur cette question-là. Mais de toute façon, c'est un problème absolument gigantesque, mais auquel évidemment à l'échelle de si on dézoome et qu'on se prend à l'échelle de l'histoire de l'humanité, les sociétés humaines ont toujours vécu des expériences de guerre et parfois de guerre extrêmement violentes, et ont aussi continué à exister. Certaines ont peut-être été plus durablement endommagées que d'autres, je dirais, au niveau individuel et collectif, par ces violences. Et c'est là que, évidemment, le travail aussi de la solidarité, de la coopération, de tout ce qui pourra être mis en œuvre pour effectivement que ne se répètent pas ces syndromes, ou en tout cas qui soient le plus atténués possible, sachant que c'est impossible de penser qu'ils puissent disparaître. Tout ça, évidemment, c'est tout ce à quoi, dans le temps d'aujourd'hui qui est, encore une fois, encore le temps de la guerre, doit déjà se préparer. Puisqu'il est question des conditions d'un retour à la paix, de mémoire et d'héritage, je souhaiterais que l'on en vienne à la lecture d'un passage de l'ouvrage de votre choix. Vous nous proposez un extrait de Volia d'Anastasia Fomichova, livre paru en septembre 2025 chez Grasset. Je sais que l'Ukraine survivra, mais je ne sais pas encore à quel prix. Nous sommes une nation de survivants qui continuera d'exister grâce aux milliers d'hommes et de femmes qui se sont opposés à l'injustice. Visage pour le monde inconnu, mais que nous, Ukrainiens, gardons en mémoire. Dans cette guerre destructrice qui aura emporté tant de vies, nous aurons aussi découvert la force que nous portons en nous. Cette Volia, cette force de nous battre pour notre indépendance, pour notre liberté. Un jour, comme l'Empire russe, comme l'Union soviétique, la Russie s'effondrera. Et je rêve d'être encore en vie pour voir cette aube se lever sur le monde. Mais en attendant ce jour, et avant de vous rejoindre dans l'au-delà, vous, mes amis, mes frères et sœurs tombés au champ d'honneur, nous nous battrons pour survivre. Malgré nos blessures, notre peine, nous continuerons votre lutte pour faire de l'Ukraine un pays à votre image. Nous serons une nation qui se relèvera des cendres encore fumantes, peuplée de vos souvenirs, de tous les enfants qui n'auront pu grandir, de ceux qui ne pourront connaître leurs parents, mais nous parlerons, nous écrirons, nous raconterons aux futures générations. Alors, j'aurais pu choisir pas mal d'autres passages de ce livre d'Anastasia Fomichova, qui est à la fois une jeune collègue tout à fait brillante qui a fait une thèse magnifique sur la
création d'une certaine façon et la formation des forces armées ukrainiennes après 2014, mais qui est aussi une personne éminemment courageuse qui s'est engagée dès justement l'après 2014 en tant qu'actrice au plus près du front, puisqu'elle était donc dans cette bataillon des hospitalières et qu'elle a ensuite rejoint à nouveau en 2022. Elle est franco-ukrainienne et bien sûr a fait un énorme aussi travail de retour à son histoire, et d'ailleurs qu'elle décrit, y compris dans l'histoire intime de sa famille, qui est aussi une histoire, c'est aussi une histoire du siècle soviétique et de son effondrement, cette histoire de sa famille paternelle et maternelle, que j'aime beaucoup dans la fin, dans cette page, dans cet extrait qui est dans la conclusion du livre. C'est quand même, après toutes les descriptions extrêmement crues et en même temps très bien rendues de son expérience du front et de toutes ses réflexions aussi, c'est le message d'espérance qui est justement tout à fait empreint de lucidité, ce dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire il est absolument hors de question d'imaginer de faire comme si ça n'avait pas existé, quand on sait à quel point la société ukrainienne et d'une certaine façon une partie de la société russe aussi, mais la société ukrainienne auront été complètement touchées, impactées par cette guerre, de par la mobilisation gigantesque que cela a entraîné du point de vue des hommes et des destructions, et que malgré les cendres, malgré les ruines, malgré les pertes, malgré les douleurs, il y a effectivement cette volonté dont on peut voir la matérialisation et l'incarnation chaque jour quand on se rend en Ukraine, ou dans la manière dont la population ukrainienne dans sa grande majorité réagit à cette guerre. Et c'est vrai que c'est je pense d'une certaine façon une très forte leçon. En tout cas pour moi, c'est une très très forte leçon. Je pense que Anastasia Fomitchova veut bien sûr transmettre avec son engagement qui lui appartient complètement et qui est pas directement partageable, mais qu'elle réussit quand même à faire passer de manière extrêmement forte, je trouve, dans ce livre de manière générale et dans cette page en particulier. Je vous propose que l'on conclue sur cette note d'espoir et que l'on se quitte sur la question habituelle que nous posons à Craquer l'époque. Qu'allez-vous faire demain, Anne Le Héroux ? Quels sont vos projets de recherche et ou d'écriture en cours ou prochains ? Alors demain, je vais aller faire mes cours. Voilà, je vais aller parler justement des questions de migration et de démographie dans l'espace post-soviétique, et je vais aller parler aussi à d'autres étudiants d'un de mes projets de recherche personnelle qui me tient beaucoup à cœur, qui est la question de la prison, de l'expérience pénitentiaire et de la manière dont la société, disons un certain nombre d'organisations de la société civile en Russie se sont mobilisées et ont continue d'ailleurs, on crut mais croit encore dans la possibilité du droit, et donc de ce recours au droit qui n'a pas laissé de m'étonner depuis des années pour faire entendre justice aux victimes de cet arbitraire policier ou carcéral ou bien sûr militaire dans le cas des crimes de guerre. Et c'est vrai que c'est aussi une manière d'une certaine façon de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui sont mobilisés autour de ces questions, qui continuent à l'être, qui soient encore en Russie ou qui soient en exil, et qui continuent à travailler sur ce sujet, et à ma modeste place d'écrire là-dessus, et puis de transmettre aussi tout ça aux étudiants que ça intéresse, qui découvrent parfois ces questions-là, mais que ça intéresse aussi. Donc voilà ces projets. Également un projet de recherche en cours avec des collègues sur l'impact des exils à la fois russes, ukrainiens et biélorusses aussi. Donc je dirais qu'ils sont finalement le fruit à la fois des régimes autoritaires, des régimes répressifs, et puis bien sûr dans le cas de l'Ukraine de la guerre, mais qui aussi se croisent dans des territoires qui ont à voir avec l'histoire de l'Empire russe ou de l'Union soviétique, les pays baltes, la Pologne et la Géorgie. Donc ça, c'est un de nos projets collectifs. Et puis je travaille aussi avec une autre collègue, Sylvia Serrano, sur les anciens combattants géorgiens des guerres de Géorgie et l'Abkhazie au début des années 90. Merci à vous, Anne Le Héroux.
Et merci à vous qui nous écoutez. C'était Craquer l'époque, un épisode enregistré dans le cadre des dialogues européens, l'Europe face à la guerre, organisé par les Champs Libres. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio, en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Champs Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Juliette Duclos-Valois. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.